Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau avec la suite du cours l'ingénierie des infrastructures logistiques. Donc dans ce septième chapitre, nous allons voir donc les bonnes pratiques de conception et de prévention au niveau des entrepôts logistiques. Avant de commencer ce cours, je tiens vivement à vous remercier pour vos commentaires, vos suggestions et vos propositions. Et j'invite bien sûr ceux qui viennent de voir les vidéos de vous abonner sur la chaîne et il y aura plein de cours à propos de la logistique et du transport et de la supply chain management. Donc, concernant ce cours qui porte sur les bonnes pratiques de conception et de prévention au niveau des entrepôts logistiques, donc il faut savoir que le secteur de la logistique est un secteur à risque. Et donc la prévention des risques professionnels est toujours plus efficace et plus économique lorsqu'il est intégré lors du processus de conception des bâtiments, de choix et l'implantation bien sûr des équipements. Donc la démarche de prévention en conception concerne donc le bâtiment et ses abords, mais aussi le matériel d'exploitation. Donc, le taux de fréquence des accidents du travail, qui représente le nombre d'accidents avec arrêt sur le nombre d'heures travaillées, ainsi que le temps de gravité que représente le rapport entre le nombre de journées perdues par incapacité temporaire et les heures travaillées des salariés permanents des entrepôts logistiques sont de plus 2 fois supérieurs à la moyenne nationale, tout secteur confondu, ce qui représente vraiment que le secteur de la logistique est un secteur à risque et donc il faut mettre en place les bonnes pratiques de conception et de prévention. Donc, voici quelques exemples d'accidents de travail qui sont significatifs et qui sont en lien avec la conception lorsqu'on parle des bâtiments logistiques. Donc là, il y a les éléments de toiture en matériaux donc fragiles. Alors là, il y a des infiltrations d'eau qui détériorent le matériel stocké sur les paliers. Et donc là, le responsable de l'entretien monte sur la toiture du bâtiment pour identifier l'origine de la fuite. Donc alors, il s'appuie sur un entonnoir et là, il y a la casse de la coupole et donc il fait une chute mortelle d'environ 9 mètres. Donc là, c'est vraiment un accident très très significatif. Également l'exemple des collisions engins piétons. Donc là, ça provoque donc là des collisions violemment avec les chariots entre donc là le personnel et bien sûr les chariots automoteurs, les engins de manutention. Et exemple également d'accidents significatifs lors de la préparation de commandes en double et triple niveau. Donc ça provoque vraiment également des accidents qui sont parfois mortels. Et exemple du filmage, le filmage manuel. Donc là, à la fin de la préparation de commande, le salarié il filme manuellement sa palette dans l'allée de circulation. Donc, en faisant le tour de sa palette à reculant, il est heurté par un chariot d'un autre préparateur et donc ça représente également un accident de travail qui est significatif. Donc, voici quelques exemples des accidents de travail qui sont en lien avec la conception des entrepôts logistiques. Donc là, quels sont les principaux éléments à retenir lorsqu'on parle de la réglementation des entrepôts logistiques? Alors, premièrement, il faut prendre en considération la matière stockée. Donc, l'exploitant doit tenir un registre des matières qui sont stockées, consultable à tout moment et particulièrement en cas de contrôle. Donc, ce registre, il doit indiquer la nature des produits qui sont stockés, leurs emplacements et qualifier les dangers qu'entraîne leur entreposage. Donc là, on parle ce qu'on appelle de la connaissance du produit à travers les pictogrammes. Donc là, les pictogrammes, ça représente quand même le danger et la nature de chaque produit stocké, que ce soit des produits toxiques, des produits dangereux pour la santé, des produits qui sont nocifs, explosifs, corrosifs. Donc là, il faut savoir quand même la nature du produit qui est stocké. Également, là, lorsqu'on parle de la mise en œuvre, c'est-à-dire le stockage, il faut respecter les incompatibilités entre le produit. Par exemple, entre les produits inflammables avec les produits nocifs, entre les produits corrosifs avec là. Donc là, il faut quand même respecter certaines compatibilités. Lorsque le stockage il est compatible, c'est bon, on peut le mettre dans la même aller ou bien dans la même travée. Sinon, si le stockage il est impossible, interdit, donc là il y a possibilité de réaction dangereuse entre ces produits-là. Donc là, il faut vraiment respecter cette incompatibilité.
Et donc là, par exemple, le mélange entre un produit inflammable et avec un produit, ça représente un incendie, et également dégagement des vapeurs qui sont toxiques, dégagement de vapeurs donc de chaleur, explosion, dégagement également de vapeurs toxiques. Et donc là, il faut mettre tout en considération le mélange accidentel qui peut se produire en cas de stockage entre certains produits. Alors là, également, il faut prendre en considération, à part la matière stockée, l'autorisation d'exploitation de l'installation. Donc là, la délivrance d'une autorisation d'exploitation, elle est conditionnée par la distance des parois extérieures de l'entrepôt logistique par rapport au bâtiment et bien sûr aux zones d'habitation, aux établissements qui recevront du public, aux voies d'eau, aux bassins notamment situés à proximité de cet entrepôt logistique. Et donc lorsqu'on parle de l'exploitation de cet entrepôt, les différentes installations et équipements, il faut prendre en considération l'entourage de cet entrepôt logistique, c'est-à-dire que ce soit des bâtiments, des zones d'habitation, des bassins d'eau, etc. Donc tout ce qui est à proximité de cet entrepôt logistique. Également, l'accès des secours, c'est un élément très très important. Donc pour être en conformité avec la réglementation relative aux entrepôts logistiques, l'exploitant doit prévoir ce qu'on appelle un plan des lieux qui représente les indications précises concernant les risques associés à chaque zone. Donc là, il faut mettre des consignes, ce qu'on appelle les consignes d'accès, qui doivent être également bien consignées. Et donc les deux documents doivent être annexés au plan, ce qu'on appelle le plan de défense incendie, et accessible à tout moment par les secours et les services incendie. Également, la circulation en périphérie de l'installation. Donc une voie engin doit être prévue pour faciliter la circulation autour de l'installation. Donc là, c'est une voie dédiée aux engins de manutention. Également, elle doit présenter une largeur de 6 mètres et une hauteur libre d'au moins 4,5 mètres et une pente inférieure à 15%. Donc là, on parle également les issues de secours de l'entrepôt. C'est un élément très très important et qui rentre dans la conception et la réglementation des entrepôts logistiques. Donc en cas d'incident, l'évacuation du personnel doit pouvoir être très très rapide et fluide. Donc là, il faut prévoir ce qu'on appelle les issues de secours pour bien sûr, et chaque issue de secours doit être située à plus de 50 mètres à chaque point de l'entrepôt pour ce qu'on a, comme on a dit, pour permettre cette évacuation qui est rapide et fluide. Également, donc là, la pollution des eaux et la qualité de l'air. Donc l'étanchéité des sols, le recueil et le traitement des eaux qui doivent être pensés en amont de l'exploitation, donc afin de prévoir ce qu'on appelle la pollution des sols. Donc à cela s'ajoute la problématique de la qualité de l'air qui doit être préservée autant que possible. Donc sans exiger une bonne ventilation de l'entrepôt, la mise en place d'une évacuation de ventilation suffisamment éloignée des bureaux et éventuels d'habitation alentour. Donc là, également les éléments qui sont en relation avec l'électricité et l'éclairage des entrepôts. Donc l'éclairage électrique, c'est le seul autorisé lorsque l'éclairage est artificiel. Donc pour prévenir les accidents, les éclairages doivent être préservés des chocs et des échauffements pour ne pas bien sûr tomber dans des accidents, des explosions, etc. Donc également le chauffage de l'entrepôt logistique. Les systèmes de chauffage par aérotherme à gaz sont autorisés uniquement sous certaines conditions. Donc par ailleurs, toute chaufferie devra être implantée dans un local qui est vraiment dédié à l'extérieur de l'entrepôt ou est bien évidemment isolé par une paroi qui est spécifique qui est un SAS. Également, l'élément qui est en relation avec ce qu'on appelle les ruines d'un élément de construction, c'est à prévoir également lors de la conception d'un entrepôt. Donc, la ruine d'un élément ne doit pas entraîner la ruine en chaîne du bâtiment. Donc là, le choix des matériaux et de leur résistance devra donc être effectué avec soin par l'exploitant de l'entrepôt. Donc, tous ces éléments doivent être pris en considération lors de la conception et l'exploitation de l'entrepôt. Donc je vous mets donc un exemple d'affichage qui, lorsqu'on parle des entrepôts logistiques, là on retrouve ce forme de fiche.
Alors là, il y a les différents pictogrammes donc concernant la nature des produits. Donc là, également là pour les allées, les engins, donc là les issues de secours, etc. Les dommages, responsable sécurité, ne pas par exemple escalader le rayonnage. Donc toute indication concernant la sécurité, que ce soit pour le personnel ou pour les engins de manutention. Donc, quelles sont les bonnes pratiques de conception lorsqu'on parle des bâtiments logistiques? Premièrement, il y a ce qu'on appelle la prévention des risques liés aux circulations extérieures. Et dans ce cas, donc là, il y a différents objectifs et donc à chaque objectif est lié un ensemble de bonnes pratiques de conception. Donc lorsqu'on parle de la prévention des risques qui sont liés aux circulations extérieures, il y a deux objectifs de prévention. C'est le fait de réduire les risques d'accidents de circulation et également les accidents d'agression. Et dans ce cas, on parle de trois thématiques. Donc là, lorsqu'on parle de la réduction d'accidents de circulation, il y a les entrées des poids lourds, des véhicules poids lourds, et l'aménagement de places de stationnement pour les véhicules utilitaires légers. Et dans ce cas, concernant les bonnes pratiques, donc là, il faut que le bâtiment, par exemple, et la zone d'attente des poids lourds sont signalés le plus amont possible à l'aide de panneaux routiers. Il faut éviter l'accumulation des véhicules sur la voie publique. Donc, il faut mettre une barrière, par exemple, d'accès en retrait, mettre des places de stationnement qui sont dédiées aux véhicules utilitaires légers, un cheminement direct parfois. Donc, tous ces éléments, toutes ces bonnes pratiques permettent l'allègement de la circulation extérieure, à l'extérieur de l'entrepôt. Deuxième objectif, c'est la réduction des risques qui sont liés à l'agression. Et dans ce cas, on parle des parkings d'attente des poids lourds. Donc là, il faut prévoir, comme bonne pratique, il faut prévoir une surface privative suffisante prévue à proximité de l'entrée du site pour aménager le parking d'attente avant l'accès au quai de transportement. Donc là, il faut prévoir ce qu'on appelle des parkings d'attente sécurisés contre les agressions et les vols et qui sont équipés par des éclairages, une clôture, etc. pour bien sûr qui sont dédiés aux véhicules poids lourds. Également, toujours dans l'axe prévention des risques qui sont liés aux circulations extérieures, il y a la réduction des risques de collision entre les véhicules. Donc là, il faut réduire les risques de collision entre les véhicules. Et dans ce cas, on parle de la circulation des véhicules à l'enceinte de l'établissement, mais toujours extérieur à l'extérieur de l'entrepôt. Donc là, il faut prévoir ce qu'on appelle un plan de circulation qui est affiché à l'entrée de la plateforme ou de l'entrepôt. Là, voici les flux de circulation qui sont dédiés aux véhicules légers. Voici les flux de circulation qui sont dédiés aux poids lourds. Comme ça, on évite les risques de collision entre les véhicules. Également, un autre objectif, c'est la réduction des risques lors du déplacement des piétons. Et dans ce cas, on parle de la thématique de la conception, ce qu'on appelle des chemins piétonniers. Donc là, un chemin piétonnier doit être aménagé entre le parking, par exemple, des véhicules utilitaires légers et les locaux sociaux, les bâtiments administratifs. Entre, par exemple, le parking d'attente des véhicules poids lourds et le local chauffeur. Et dans ce cas, on évite quand même les risques des accidents entre donc, les piétons et les véhicules. L'autre objectif, c'est la réduction des risques de renversement des chariots. Et dans ce cas, on parle de la conception des rampes d'accès court entrepôt, c'est-à-dire entre la zone de manœuvre et l'intérieur de l'entrepôt. Donc là, il faut prévoir ce qu'on appelle une rampe d'accès court entrepôt qui possède une pente maximum de 5% et comporte ce qu'on appelle des chasse-roues, des gardes de corps ou tout autre dispositif qui permet la retenue des chariots pour éviter quand même ce risque de renversement des chariots. Alors, d'autres types de risques, cette fois-ci les risques qui sont liés aux quais et aux aires de manœuvre, mais toujours dans les bonnes pratiques de conception des bâtiments logistiques. Donc là, il y a différents objectifs toujours. Donc là, il y a la réduction des risques d'écrasement de piétons et entre deux véhicules. Et dans ce cas, il faut mettre ce qu'on appelle l'accostage et poids lourd. Donc là, parmi les bonnes pratiques, c'est la mise en œuvre des guides roues, le marquage au sol. Ça permet quand même de réduire ces risques d'écrasement de piétons et entre, bien sûr, les deux véhicules.
Un autre objectif, c'est de supprimer les risques de chute du chariot et du personnel depuis le quai. Et dans ce cas, il faut concevoir et aménager ce qu'on appelle les quais, que ce soit les quais de chargement ou de déchargement. Donc, que ce soit, et donc là, parmi les bonnes pratiques, c'est de prévoir soit des quais qui sont intégrés ou des tunnels de transbordement, des quais qui sont dédiés et aménagés de cours qui sont spécifiques pour accueillir les véhicules de gabarit inhabituels. Prévoir et mettre en place des dispositifs de maintien des camions à quai, des profils des pentes de cours également. Toutes ces pratiques permettent quand même de supprimer ces risques de chute du chariot et bien sûr du personnel depuis le quai. Le troisième objectif, c'est la réduction des risques d'écrasement entre le camion et le quai. Et dans ce cas, on parle de l'aménagement des équipements de quai. Donc là, parmi les bonnes pratiques, c'est de mettre en place des dispositifs de sécurité qui permettent de réduire ce risque d'écrasement lors de la mise à quai d'un véhicule poids lourd. Alors, également parmi les risques, on parle des risques qui sont liés aux circulations cette fois-ci intérieures. Donc là, on est à l'intérieur de l'entrepôt. Donc là, il y a les risques de collision entre les engins, par exemple, de manutention et les piétons. Et donc là, il faut respecter les largeurs des allées de circulation et des engins. Il faut mettre en place les déplacements, ce qu'on appelle des piétons, donc un plan de circulation qui sera affiché à l'entrée du bâtiment. Alors tout chemin piétonnier est normalement matérialisé au sol par ce qu'on appelle des barrières en jaune, donc matérialisé sous un pont. Donc ça représente une bande en noir avec des barrières en jaune, donc ça représente quand même un chemin piétonnier, comme illustré au niveau de l'image. Alors également, parmi les objectifs, c'est réduire les risques générés par les heurts de chariot contre une structure, par exemple, fixe. Et dans ce cas, on parle de la circulation des chariots. On sait tous qu'au niveau des entrepôts ou des plateformes logistiques, il y a deux types d'allées de circulation, comme j'ai déjà expliqué au niveau des vidéos qui sont précédentes. Donc là, il y a les allées de circulation et ce qu'on appelle donc là les allées de service et les allées de stockage. Donc là, il y a les allées qui sont dédiées au personnel et les allées qui sont dédiées aux engins de manutention. Alors là, je vais vous donner des indications sur les largeurs des voies de circulation. Donc par exemple, lorsqu'on parle d'une voie dédiée juste aux piétons, donc là il faut donc il y a deux cas de figure. Soit c'est une voie à un sens unique, sans dépassement, soit c'est une voie en double sens. Donc si c'est à sens unique et c'est juste pour dédier aux piétons, donc là sa largeur ça doit être entre 80 et 90 cm. Sinon, si c'est à double sens, c'est 1,50 m. Lorsqu'on parle des voies de circulation, donc là, piétons et engins de manutention, alors là, on l'a déjà dit, la largeur de l'engin, donc, ou la largeur de la charge, il faut prévoir, donc là, la largeur de l'engin ou la largeur de la charge plus 1 mètre si c'est à sens unique. Si c'est à double sens, c'est 2 fois la largeur de l'engin plus 1,40 m. Donc là, voici l'image qui illustre cet exemple-là. Lorsqu'on parle d'un chariot, d'un seul engin de manutention dans une voie à seul unique, donc à sens unique, donc là, c'est la largeur. Donc ça, c'est la largeur de l'engin ou de la charge plus 1 mètre. Parce que là, il faut prévoir 50 cm de chaque côté. Si c'est à double sens, donc là, c'est les 50 cm sur les deux côtés, plus 40 cm à prévoir entre les deux engins de manutention. Alors, également, il y a les risques qui sont liés aux ambiances physiques de travail. Et donc là, on parle l'objectif, c'est de réduire les risques d'atteinte à la santé des salariés. Donc là, on parle de l'éclairage naturel pour les salariés, le confort des locaux de travail. Donc là, lorsqu'on parle de l'éclairage naturel, parmi donc les bonnes pratiques, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des puits par exemple une ouverture vitrée à la hauteur des yeux pour permettre l'accès de la lumière pour bien sûr les personnels de l'entrepôt.
Alors là, concernant le confort, donc là, il faut ce qu'on appelle fixer ou régulariser la température à l'intérieur de l'entrepôt. Sinon, ni une température élevée, ni une température basse. Donc il faut mettre en place des dispositifs techniques et architecturaux qui permettent de garantir cette température intérieure et extérieure et à travers soit une isolation à travers l'isolation des parois du bâtiment ou la mise en place de grilles de ventilation et d'extraction. Alors là, également, on parle des bonnes pratiques, mais cette fois-ci, lorsqu'on parle de la conception des bâtiments en relation avec le sol du bâtiment. Donc là, le taux de rotation des marchandises qui est stocké dans l'entrepôt ou dans la plateforme, c'est également un facteur très très important à prendre en compte dans la conception de cet entrepôt-là. Alors là, généralement, un bâtiment haut est fait pour un taux de rotation qui est faible. C'est-à-dire là, les marchandises ne sont pas vraiment utilisées à chaque fois. Mais si c'est un taux de rotation qui est élevé, alors là, il faut mettre des bâtiments qui sont bas. Le sol doit supporter la charge des marchandises et des chariots qui circulent dans cet entrepôt-là. Et donc là, on parle de la résistance du sol. Donc si les sols, alors là, si la variation il est inférieure plus ou moins à 5 mm sur une longueur de 2 mètres, donc là, on parle des sols qui sont normaux et qui permettent une hauteur de levée de la cabine jusqu'aux 3 mètres maximum. Alors si c'est des sols plats, alors dans ce cas, les sols plats sont nécessaires pour des hauteurs de levée de la cabine jusqu'aux 6 mètres. Donc là, c'est plus haut. Alors là, la variation du sol, de la résistance du sol, c'est plus ou moins 3 mm sur une longueur de 2 mètres. Si cette variation c'est encore moins 1,5 mm, donc c'est vraiment très très plat, alors ce qu'on appelle les sols extra plats, ce sont des sols indispensables pour des hauteurs de levée de la cabine donc ça c'est plus que 6 mètres. Donc plus la hauteur elle est très très importante, plus il faut mettre vraiment en place des sols qui sont extra plats. Maintenant, pour les bonnes pratiques de conception, c'est facile pour les kits de chargement et les portes de l'entrepôt. Donc, les kits de chargement et les portes doivent être conçus pour permettre la meilleure circulation des flux. Donc, la possible extension de l'entrepôt dans le futur ne doit pas être oubliée. Donc, il y a des avantages considérables à charger et à décharger à partir d'un quai plutôt qu'un sol. Et donc, plus tous les types de camions peuvent utiliser le quai grâce à une rampe, par exemple, quelle que soit la hauteur de leur plateforme et quelle que soit leur méthode de chargement-déchargement. Donc là, le choix des portes se fait en fonction des conditions climatiques requises et également selon l'intensité de la manutention, c'est-à-dire là, la fréquence de la manutention. Et dans ce cas, il y a deux cas de portes. Soit c'est des portes à soufflet haut qui offrent les avantages pour le chargement-déchargement, soit des portes par lesquelles passent donc là les chariots et qui peuvent être fermés par des bandes souples de plastique transparent. Pour la conception de postes de travail, donc là, il y a bien sûr plusieurs objectifs. Alors là, des objectifs liés aux manutentions manuelles. Donc là, pour supprimer les risques liés au double et triple niveau de picking et garantir quand même l'accessibilité des articles sans obstacle au prélèvement, il faut mettre en place des palettes pour la préparation de commandes. Donc là, les articles doivent être stockés selon leur taux de rotation, que ce soit fort ou moyen ou faible, dans des palettes. Également, il faut prévoir ce qu'on appelle le filmage des palettes. C'est un élément qui permet de supprimer les risques, qui est le filmage bien sûr automatique, permet quand même de supprimer les risques liés au filmage manuel et permettre quand même un temps de récupération physique pendant le filmage mécanique. Donc là, également, pour réduire les risques liés à l'affaissement des rayonnages et la chute des articles. Donc là, on parle du choix des rayonnages qui doit être donc des rayonnages métalliques avec bien sûr des protections de pied. Le rangement des charges doit être manœuvré à travers des chariots et le positionnement de ces charges. Donc là, les palettes doivent être centrées en profondeur
sur donc là des listes de façon à répartir donc la charge et éviter ces problèmes de chute des articles. Alors, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de ce contenu-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, liker et abonner sur la chaîne. C'est un plaisir. La prochaine vidéo à ne pas rater, ce sera une vidéo très intéressante sur les méthodes d'optimisation de la localisation d'entrepôt. Donc là, on va rentrer quand même plus dans les détails. Et donc là, à travers la méthode du barycentre et avec un cas pratique. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, n'oubliez pas à vous abonner sur la chaîne. À la prochaine.